Oh non, je me suis perdue dans la salle de laboratoire et il fait noir. Oh non, j'ai pas envie de perdre mon temps et mon énergie pour retrouver la porte si je connais pas le chemin direct. Tu sais, ça me rappelle mon laboratoire de chimie où il fallait prouver la loi de S. Ah oui, il y avait trois réactions, une dissolution, une neutralisation et une qui était un mélange des deux. On avait comme hypothèse que la chaleur molaire de la réaction 3 sera égale à la somme de la chaleur molaire de la réaction 1 et de celle de la réaction 2, puisque, selon la loi de S, la somme algébrique des chaleurs de réaction de divers phénomènes partiels est la même que l'énergie impliquée dans le phénomène global, quelle que soit la voie suivie. Hein, mais peut-être le concept marche aussi pour mon problème. Je perdrai la même quantité d'énergie que je prenne le chemin direct ou le chemin compliqué pour aller vers la sortie. Donc même si je me perds et je trouve pas le chemin direct, je pourrais quand même retrouver la porte. Oh, c'est quoi ça? Une capsule vidéo? Maintenant, faisons un peu d'histoire. La loi de Hess a été élaborée par le médecin et chimiste suisse Germain-Henri Hess. Il s'est mis à étudier la chimie à partir de 1830 avant de devenir professeur à l'Institut technologique de Saint-Pétersbourg. C'est en étudiant la chimie qu'il a réussi à expliquer entre autres l'oxydation des sucres. Il a aussi fait la découverte d'un minéral qu'on a nommé hessite en son honneur, mais il est surtout reconnu grâce à son intérêt à la thermochimie qui l'a mené à la découverte du principe de la loi de Hess qu'il a publié en 1840. Au 19e siècle, la science commençait vraiment à se développer à un rythme plus soutenu, donc la découverte par Hess d'une méthode qui permettait de prédire la variation d'enthalpie des réactions chimiques s'est vraiment avérée très utile pour l'avancement des recherches scientifiques. En effet, en laboratoire, la loi de Hess peut être utilisée quand il est impossible d'effectuer certaines réactions, soit parce qu'elles sont trop rapides, trop lentes ou trop violentes. Cool! Oh, voilà une autre capsule! La loi de Hess a beaucoup d'applications dans la vie réelle. Un exemple serait que les industries peuvent, grâce à cette loi, trouver quel moyen est le plus efficace et le plus rentable pour leur production en se basant sur de l'énergie qui est utilisée par différentes sortes de carburants. Donc oui, dans ce cas-ci, ça revient à l'argent. Ensuite, un autre exemple d'application de la loi de Hess serait pour calculer la chaleur de combustion de l'éthane, qui est un gaz qui est présent dans le gaz naturel et le pétrole. Il est utilisé pour la composition de certaines matières plastiques. Dans la nourriture aussi, la quantité d'énergie nécessaire pour détruire les liens dans du glucose, par exemple, permet de trouver le nombre de calories qu'il y a dans l'aliment et la loi de Hess permet de faire ces calculs. Intéressant, mais toujours pas de sortie. On dirait que je revis mon laboratoire. Tiens, justement, une vidéo qui résume le labo. Faisons maintenant un bref résumé du laboratoire qui s'est divisé en trois réactions. Lors de la première réaction, nous voulions déterminer la chaleur molaire de dissolution et de dissociation du NaOH. Pour ce faire, nous avons tout simplement fait une dissolution de NaOH. Nous avons d'abord pesé 8 g de ce solité sur la balance. Nous avons ensuite mesuré 200 ml d'eau distillée à l'aide du cylindre gradué et nous avons combiné ces deux éléments dans le bol de styromousse sur la plaque agitatrice en s'assurant d'y mettre l'eau en premier et de prendre la température initiale de l'eau avant d'y ajouter le NaOH. Suite à la réaction, nous avons pris la température finale du mélange. Lors de la deuxième réaction, nous voulions maintenant déterminer la chaleur molaire de neutralisation du NaOH par le HCl. Pour ce faire, encore une fois, nous avons commencé par peser du NaOH, 7,2 g cette fois-ci. Ensuite, nous avons mis une certaine quantité d'eau distillée dans le ballon jaugé pour ensuite y mettre le NaOH, brasser pour qu'il y ait la dissolution et ajouter de l'eau encore pour remplir le ballon jaugé à moitié. Ensuite, nous avons transféré ce mélange dans une éprouvette que nous avons laissé reposer pour reprendre le tout au prochain cours lorsque la solution serait froide. Au cours suivant, nous avons remis le contenu de l'éprouvette dans le ballon jaugé et nous y avions ajouté de l'eau distillée pour atteindre le volume de 50 ml. Nous avons ensuite mis ce 50 ml dans le bol de styromousse sur la plaque agitatrice et nous avons pris soin de mesurer la température initiale du mélange avant d'y ajouter du HCl. Le HCl avait été mesuré dans un cylindre gradué. Nous avons mis 60 ml de solution mère et ensuite nous avons ajouté de l'eau distillée pour atteindre le volume de 150 ml. Une fois que c'était fait, nous avons ajouté le HCl au mélange de NaOH dans le bol de styromousse. Nous avons attendu la fin de la réaction pour prendre la température finale.
Il ne restait maintenant qu'à faire la réaction 3 qui avait comme but de déterminer la chaleur molaire de neutralisation du HCl par le NaOH. Nous avons commencé, comme dans les deux autres réactions, par peser du NaOH, 12 g dans ce cas-ci. Ensuite, à l'aide du cylindre gradué, nous avons mesuré 100 ml de HCl de la solution mère. Nous avons ajouté de l'eau distillée pour atteindre un volume de 200 ml. Dans le bol de styromousse sur la plaque agitatrice, nous avons mis le mélange de HCl et nous avons pris soin de prendre la température initiale de ce mélange avant d'y ajouter le NaOH. Suite à la réaction, nous avons noté la température finale du mélange. Mais voyons, c'est mes résultats de labo. On dirait que nos résultats ont été valides. En effet, dans la réaction 1, la différence de chaleur molaire entre les essais avec la plus petite et la plus grande valeur est que de 0,4 kJ par mol. Et pour la réaction 3, la différence est de 0,3 kJ par mol. On peut donc dire que nos manipulations sont réussies, puisque les chaleurs molaires sont essentiellement les mêmes. On aurait pu améliorer l'expérience en réduisant en plus petits grains les passés de NaOH pour mesurer plus précisément les masses voulues, en utilisant des instruments de mesure plus précis, comme des burettes plutôt que des cylindres gradués, pour s'assurer d'avoir les quantités exactes voulues, et en utilisant un contenant plus isolant avec une plus petite ouverture pour remplacer le bol de styromousse, afin de diminuer les pertes d'énergie lors des transferts de substances. Notre hypothèse de départ était donc correcte, puisque la somme des chaleurs molaires de la réaction 1 et de la réaction 2 est de moins 96,3 kJ par mol, et la chaleur molaire de la réaction 3 est de moins 98 kJ par mol, ce qui est une différence minime entre la valeur théorique et la valeur expérimentale de la chaleur molaire de la réaction globale. Et je viens de retrouver la sortie. Et ma coéquipière est là aussi. Vous savez maintenant que peu importe le chemin que vous empruntez, vous pourrez atteindre votre but. Sans utiliser plus d'énergie.